Le viol n'est qu'un exemple. On dévalise, on frappe les gens juste comme ça pour le plaisir. On se croirait en Amérique. Comment en Amérique? Et ici, on fait beaucoup mieux. Une nuit, docteur, ils ont défoncé la bijouterie de mon ami avec un bulldozer. Et ils ont pris le coffre, tout simplement. Les gens croyaient qu'il y avait des travaux. J'espère que cette fois, Elisabeth aura compris. Elle qui ne supportait pas qu'on réponde à la violence par la violence. Mais que voulez-vous que la police fasse? Il faudrait des agents partout en permanence. La bourgeoisie travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il lui est nécessaire de faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite, qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Elle doit faire croire qu'elle est juste. C'est de Paul Nizan, Les chiens de garde. Sur les conseils de mon ami Marc-Gilles de Potis, j'ai revu hier un vieux film de 1979, Les chiens, d'Alain Gessua. Vous pourrez lire sa chronique sur le site de Blast dans les jours qui viennent. Le film raconte l'arrivée d'un médecin, joué par Victor Lanoux, dans une ville moderne. Le toubib soigne un nombre anormalement élevé de morsures de chiens. Il se demande pourquoi, et c'est une bonne question. Mon dossier est prêt à partir à la préfecture. Vous pourriez me faire un rapport médical pour étayer ma thèse? Certainement. Le film a été tourné à Marne-la-Vallée, un peu avant l'arrivée de Disney. Grands ensembles, petits pavillons, prolos, travailleurs sénégalais vivant en foyer, jeunes loupards, aristos sur le déclin et petits bourgeois majoritaires cherchant obsessionnellement à conserver leurs privilèges. Un maître chien joué par Depardieu a réussi à convaincre les habitants d'acquérir des chiens de garde, principalement des bergers allemands, pour se défendre face à tout ce qui pourrait perturber la quiétude de leur écosystème où le mimétisme est roi. Très vite, sous l'impulsion du maître chien et des médias, la parano règne et les chiens deviennent les maîtres d'un jeu violent et mortifère. Les chiens sont le prolongement des hommes. Gessua pousse à bout la logique sécuritaire et on assiste, ébahi, à une lente mais inexorable descente aux enfers. Pourquoi t'en as pas parlé à la police? La parole d'un voleur noir contre celle de 10 blancs. Revoir ce film, 45 ans plus tard, est une expérience quasi mystique. Quand Gessua a écrit Les chiens, il anticipait ce que pouvait devenir notre vie. On entrait dans le libéralisme façon Giscard. Le Front National, créé 7 ans plus tôt par d'anciens nostalgiques du nazisme et de l'Algérie française, était encore embryonnaire, malgré les efforts de son aboyeur en chef, Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de chiens méchants. Il n'y a que de mauvais maîtres. Répètent les habitants décérébrés de cette ville moderne. La fille de Jean-Marie Le Pen n'a eu de cesse ces dernières années, disons depuis son bal chez les Waffen-SS à Vienne, de faire oublier sa filiation avec le vieil antisémite amoureux de l'ordre et des Doberman. Marine, comme l'appellent ses fans, nombreux, de plus en plus nombreux, occupe la une de tous les journaux parce que des juges l'ont condamnée à 2 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité. Depuis quelques jours, le vernis craque et les rictus reviennent. Elle, si inquiète de ne pas passer pour ce qu'elle est, toujours en self-control, se répétant chaque matin en se maquillant son mantra « Je suis devenu gentil, je suis devenu gentil », a soudain sorti la schlag. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation. Et sa garde rapprochée a suivi. Le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. Marine Le Pen est aujourd'hui condamnée parce qu'elle est Marine Le Pen. Demain, comment allez-vous défendre Navalny? Comment allez-vous défendre Imamoglu, l'opposant à Erdogan? La France est-elle encore une démocratie? Sa longue conférence de presse à l'Assemblée après son passage à TF1 a été très instructive à ce propos. Quand celui qui a la bouée de sauvetage, c'est votre adversaire politique, c'est un peu compliqué, quoi. Vous vous dites, est-ce qu'il va la lancer? Quand est-ce qu'il va la lancer? Est-ce qu'il va pas la lancer trop tard?
Très vite, le fantôme du père est revenu hanter les harangues de la fille. Vous pouviez envoyer un message à votre fille de là où vous êtes, au moment où nous parlons, donc vous n'êtes plus là. Vous lui diriez quoi? Je dirais, je t'aime, conduis-toi comme ton père. N'est-ce pas? Depuis l'annonce de sa condamnation, Marine aboie. Et les chiens sont lâchés contre les juges, les fonctionnaires de Bruxelles et tout ce qui ressemble à une femme ou un homme joyeux de la voir ainsi, la même semaine que Sarkozy, alourdi d'un bracelet électronique et d'une infamante condamnation. Ce qui, pour ne rien vous cacher, est un peu mon cas. Je n'arrive pas à trouver cette péripétie grave et encore moins tragique. Et encore moins antidémocratique. Au contraire, elle me met de bonne humeur. Et les occasions de se marrer sont rares en ces derniers temps. Fallait pas piquer dans la caisse, Marine, de l'argent public en plus. Et ce n'est pas la première fois. Non, vraiment. À part des journalistes et des militants décérébrés du bulbe, plus personne ne peut croire à son honnêteté. Ce n'est pas moins grave parce que c'est l'Europe. Le blé vient toujours de nos impôts. Et ça me fait particulièrement suer que ceci ait servi à payer votre frangine ou votre ex 5 000 € par mois pour glander ou fabriquer du venin islamophobe. Il y a de l'islamo-gauchisme, mais il y a aussi de l'islamo-droitisme. Les juges ont dit la loi et l'ont fait respecter. Qui peut croire qu'après 9 ans de procédure d'instruction, après 2 mois de procès, dans une décision qui fait plus de 150 pages, les juges auraient pour seule motivation une boussole partisane? Je vous invite, vous qui êtes incrédule ou intoxiqué par Europe 1, à lire le jugement que vous pouvez télécharger sur le site de Blast. Abonnez-vous, 154 pages pour énoncer l'inverse de la bile et des idioties crasses lâchées par les chiens de garde du vieux monde. J'aurais tout entendu ces derniers jours, tout. Un chapelet de fake news. L'objectif déclaré de la magistrate, je vous le rappelle, je l'ai dit hier soir, c'est de m'empêcher d'être élu à la présidence de la République. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Et de justifications toutes plus alambiquées les unes que les autres. Je ne vais pas m'épancher davantage. Mais la pire injure, pour celle qui est soutenue par tous les dictateurs et les fascistes ou technofascistes de la planète, de Poutine à Trump, de Musk à Orban, c'est de l'avoir entendu se comparer à Alexeï Navalny, l'opposant russe assassiné par Poutine. Comment vont-ils pouvoir défendre M. Navalny? Pour ceux qui auraient un doute sur cet assassinat et le calvaire enduré par Navalny et ses proches, je vous invite à voir le documentaire de Daniel Roher. Il est sorti en 2022 et il est formidable. Je peux comprendre qu'elle soit vénère, mais là, comment le dire poliment? C'est une ignominie. J'en ai entendu d'autres d'ignominies dans les médias. Autant après le réquisitoire contre Nicolas Sarkozy, qui l'accuse d'avoir été le maître d'œuvre d'un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent, qu'après celle de Marine Le Pen. Il n'y a pas de journalistes méchants. Il n'y a que de mauvais patrons, pourrait-on dire. Mais je pourrais citer 50 nuances de servilité. Je vois une forme de scénario idéal, qui aurait été une exécution provisoire d'1 an ou 18 mois, qui était une punition, une sanction claire. La loi était passée, mais néanmoins, Marine Le Pen pouvait se présenter à la présidentielle. Autre scénario, monsieur le député, une loi d'amnistie. Michel Rocard l'a fait au début des années 90 pour balayer le passé, en disant maintenant ça va être propre. Est-ce qu'il y aurait une majorité au Parlement pour dire ces lois mal fichues, on a fait des bêtises en 2016 et en 2017, on annule? Très bien, très bien, voilà, caressez-le, caressez-le. L'inéligibilité, je pense que ce n'est pas une bonne loi, puisque que vous le vouliez ou non, c'est enlever la souveraineté du peuple. Si le peuple veut voter pour quelqu'un qui a fait les pires, les pires choses, c'est le peuple qui décide. Il faut toujours le caresser après, voilà, c'est bien. Je dois dire qu'au bout d'un moment, devant mon écran, les arguments des chiens de garde ont cessé de m'accabler pour me rendre nostalgique des années 80. Les journalistes étaient quand même moins cons et moins corrompus dans ces années-là. Ces années où j'ai démarré à Libération et où Le Figaro était encore un journal lisible avec qui on pouvait travailler.
Aujourd'hui que le Figaro fait campagne pour le Rassemblement national, il n'y a plus que les pages internationales et Georges Malbruno, que fais-tu là, mon gaillard, qui sont lisibles. Quand je parle de corruption, je ne pense pas à des valises de billets. Parfois, il y a eu des Rolex ou des voyages au soleil. Mais la domination se joue autrement. Nous n'accepterons pas éternellement que le respect accordé au masque des philosophes ne soit finalement profitable qu'au pouvoir des banquiers, disait Nizan, toujours dans Les Chiens de garde, écrit en 1932. Les philosophes d'alors sont les journalistes d'aujourd'hui. C'est davantage la corruption des regards et la plume servile qui se joue aujourd'hui. On aboie ce que son maître a envie d'entendre. Pour ça, CNews, c'est quand même une sacrée niche. Je vais citer un exemple. Ce n'est pas le pire, mais il illustre la dérive des médias et la trumpisation des esprits. C'était le 27 mars dernier sur CNews, dans une émission appelée 100% politique. J'ai pris la photo à 21h36 pour me rappeler de la scène. C'est très inquiétant, c'est la même chose dans l'affaire Marine Le Pen. On sent bien qu'il y a une volonté de vengeance. Un moment parmi d'autres, il y en a tellement. Mais celui-ci m'a marqué parce que le journaliste dont il est question ici m'avait l'air plutôt posé et, moins bas de plafond que la moyenne des bavards et des baveux qui traînent chez Bolloré. Alexandre de Vecchio est chien de garde au Figaro. Il a la quarantaine, toujours encravaté et souriant. Si vous voulez vous faire une idée, lisez son portrait sur le site Les Jours. C'est le rédacteur en chef débat du journal des Dassault, les vendeurs d'armes. Ce soir-là, donc, il va expliquer qu'il y en a marre des juges de gauche et que si Marine Le Pen ou un autre candidat de droite est élu en 2027, il faudrait qu'il adopte la méthode Trump. Le bulldozer, tapé dans le tas et dans l'état de droit. Je résume. Les 2 premières mesures qu'il proposerait seraient d'interdire le syndicat de la magistrature et de fermer l'ENM, l'École nationale de la magistrature, où on forme tous les magistrats. Rien que ça. Une des premières choses à faire pour qu'on retrouve la démocratie, je sais que c'est pas très politiquement correct de le dire, mais c'est que le prochain président de la République, qu'il dissoude le syndicat de la magistrature, le syndicat des murs des cons, qui est un syndicat politique, qu'il démantèle l'École nationale de la magistrature, qui est une école pour fabriquer du gauchiste et pas une école pour apprendre le droit. Non mais pardon. Et je le dis souvent, je prends l'exemple de Donald Trump, qui a bien des défauts, mais il a compris quelque chose. Pour gouverner vraiment un pays, il faut aujourd'hui démanteler une partie de la technostructure. Il rejoint d'ailleurs ce que recyclent à longueur d'antenne les syndicats fachos de la police nationale. Le problème de la police, c'est la justice! Et la horde des politiciens sans mémoire et sans cervelle. Ces débats télévisés et la fréquentation régulière de crétins médiatiques peuvent atteindre le cerveau. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas être de droite ou libéral qui me gêne le plus, c'est être stupide et sans mémoire. La servilité et la bêtise sont des maladies contagieuses dans les médias. Chaque fois que j'écoute Europe 1 et les questions des auditeurs... Ça, je suis branché, moi, Europe 1, CNews, je n'écoute que les actualités françaises. Je pense à Victor Klemperer et à son journal. Et ça me déprime. 17 juillet 1945. Aujourd'hui, j'ai commencé la relecture du journal que je tiens depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933. À force d'entendre 100 fois des types répéter des folies, vous commencez par y croire. À force de répétition et à l'aide d'une bonne connaissance du psychisme des personnes concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu'un carré est en fait un cercle. Car après tout, que sont cercle et carré ? De simples mots, et les mots peuvent être façonnés jusqu'à rendre méconnaissables les idées qu'ils véhiculent. C'est Joseph Goebbels, le Jacques Séguéla des nazis, qui disait ça. Ma devise, un con qui marche vaut mieux que 10 intellectuels assis. D'habitude, les ministres de droite et d'extrême droite ont table ouverte et ne souffrent d'aucune contradiction sur ces plateaux télé. Il est admis maintenant, dans le circuit de CNews, à France Télévisions, en passant par BFM, où la réalité s'est inversée, que la France insoumise est antisémite. Non, la France insoumise n'est pas antisémite, ou alors il faut saisir les tribunaux. Fake news. Que Manuel Valls est de gauche. Fake news. Que Caroline Fourest ne bidonne pas. Moi, j'ai pris une décision, je n'inviterai plus jamais Caroline Fourest sur ce plateau et dans aucun plateau de mes émissions, parce que je ne veux pas qu'on me mente. Fake news. Ou que François Bayrou n'a jamais eu connaissance de ce qui se tramait à Betaram. Fake news.
Il est également admis que le voile est un instrument de torture islamiste, voire djihadiste. Immense fake news. L'affaire du voile a été terrible pour ça. Nous sommes la risée des nations du monde entier. Nous sommes le seul pays au monde qui veut l'interdire dans le sport. C'est une hérésie. Heureusement, parfois, à la télévision, il existe des moments de grâce. Écoutez cette jeune femme clouer le bec à Retailleau. C'est magnifique. Pas du tout ça. On jouit tous de la liberté Bien religieuse. sûr. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant à ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je reviens au Chien, le film d'Alain Gessua. Ce qui me frappe dans sa projection, 45 ans plus tard, c'est qu'il annonce ce que nous sommes devenus. Macron a remplacé Giscard, mais contrairement à son glorieux aîné, il a trahi ses promesses et offert le pays à l'extrême droite. Marne-la-Vallée de 1979 ressemble à la France de Retailleau et Darmanin. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. De Wauquiez et Ciotti. Nous ne sommes plus respectés. Nous ne sommes plus entendus. Est-ce que vous pensez que Kennedy serait venu dans la France du général de Gaulle pour expliquer au général de Gaulle comment est-ce qu'il devait conduire la France ? Jamais. De Le Pen et Bardella. Mais il faut fermer à la fois le robinet de l'immigration et également le robinet des subventions. Et accessoirement, empêcher les dirigeants algériens de venir se faire soigner en France. De Zemmour et Knafo. La menace vient du Sud. La menace, c'est le grand remplacement. La menace, c'est l'islamisation de notre pays. Une France triste, violente, arrogante et sans autre avenir que celui de se cadenasser et de voir tout étranger comme un danger. Les chiens sont lâchés et attaquent en meute. Une France parano-sécuritaire, recroquevillée sur elle-même, obsédée par l'ordre et la peur des Noirs et des Arabes. Cette France, qui a enfanté Victor Hugo et Clémenceau, Blum et Jaurès, Proudhon et Louise Michel, Sartre et Beauvoir, est aujourd'hui nécrosée par des milliardaires, des patrons de presse et des chiens de garde, comme les appelait Paul Nizan. Je pense à Bolloré, bien sûr, mais aussi à son copain Bernard Arnault. Mais on peut pousser le bouchon jusqu'à Bouygues, Kretinsky et bien sûr Saadé ou Sterrin. Ces gros prédateurs gavés d'argent public n'ont pas cessé d'agiter nos peurs dans des médias devenus foncièrement débiles, racistes et frétillants d'impatience à liquider la gauche et ce qu'il en reste. Tout était donc prêt dans ces médias-là et dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat pour lancer le bal des élections de 2027. Sarkozy en conseiller spécial de Macron ou d'Édouard Philippe, Marine Le Pen en grande prêtresse du fascisme light. En fait, c'est comme pour les yaourts, le fascisme. On croit qu'ils font maigrir, mais au final, c'est pareil. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, l'épouvantail nouvellement catalogué antisémite, qui se rêvait, lui, seul en tête au second tour contre Marine Le Pen. Et patatras, une sorte de strike magnifique au bowling politique a cassé le game. Nico Sarkozy, le chef mafieux, dégagé. Ses porte-flingues, Claudio Guéant, Brice Hortefeux, Ricky Worth, explosé. Et puis, dernière qui sur la piste à côté, Julien Audoul, Louis Alliot, Bruno Gollnisch, Nicolas B. Et bien sûr, la patronne de la bande, Catwoman Marine Le Pen, dégobée. Ces gens-là ont été rattrapés par la patrouille et par la justice. Et ce n'est que justice. Le peuple, appelé à la rescousse par la France insoumise, n'a rien à voir là-dedans. C'est même une grave erreur que de faire appel à lui dans un moment pareil. Ça rappelle le Capitole et de très mauvais souvenirs. Pour la première fois depuis bien longtemps, la justice, tenue au nom du peuple français, a parlé et a surtout argumenté. Et je tiens ici, en mon nom, à la remercier d'avoir tenu bon. J'ai pris beaucoup de retard à gratter en une nuit cet édito. J'ai une bonne excuse. En plus de mon boulot à Blast, qui est conséquent, j'ai passé 2 semaines à écrire une voix off pour ce film sur Gaza que pas mal de gens attendent et qui a été en partie financé par une souscription. J'espère pouvoir le montrer cet été, mais il y a encore beaucoup de travail. Je voudrais dire un mot sur Gaza, car là-bas,
La boucherie continue dans un silence glaçant. Et ici, en France, la boucherie verbale est sans limite. Regardez ce court extrait de Radio J Vomito avec l'inénarrable Aziza qui interroge le non moins inénarrable comédien Yvan Attal. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi ? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. C'est à gerber, non ? Presque autant que le prix de l'humour attribué à Arthur et Sophie Aram. Avec des humoristes comme eux, l'extrême droite a de beaux jours devant elle. Trump, qui veut faire de Gaza un lunapark pour touristes, encourage Netanyahou à liquider le plus de Palestiniens possible. Ça devient un génocide land là-bas. On le sait à Blast, car notre correspondant Mohamed El Saif est un des derniers à nous envoyer des images. Je ne vais pas en faire des tonnes, juste rappeler une statistique qui vient de tomber et qui émane d'une étude indiscutable du Watson Institute de Providence, une prestigieuse université américaine qui n'a pas encore été mangée par Trump et par Musk. Mais ça ne saurait tarder. 232 journalistes sont morts à Gaza depuis le début du conflit. C'est 5 fois plus qu'au Vietnam ou qu'en Afghanistan. Beaucoup ont été ciblés et assassinés, car c'est bien l'information que les fous furieux autour de Netanyahou veulent éliminer. Quiconque veut penser aujourd'hui humainement pensera dangereusement, car toute pensée humaine met en cause l'ordre tout entier qui pèse sur nos vies, disait Paul Nizan. Je voudrais revenir sur un événement assez futile, mais qui m'a marqué le mois dernier. Il concerne l'Aston présidentielle. Une Aston Martin DB9 GT, avions-nous précisé. Disons que je reste sur ma faim quant à ce micro-événement dont je vous rappelle la trame. Nous expliquions que le président de la République avait fait venir dans sa résidence versaillaise de la Lanterne le bolide pour l'essayer dans les jardins de la propriété. Mais il avait aussi poussé le champignon en compagnie du vendeur dans les rues de Versailles, aux grandes dames de ses gardes du corps. J'y reviens ici car son traitement par nous, par les médias environnants et par la garde macronienne, en dit long sur l'état déliquescent de ce pays. Les Français se serrent la ceinture, Poutine reprend des couleurs, les Gazaouis meurent sous les bombes, et le président fait mumuse en automobile. Pouette, la voilà, ma automobile. Le 10 mars dernier, nous avons publié une brève pour annoncer donc qu'Emmanuel Macron, ce grand enfant, voulait s'offrir la voiture de James Bond. Aussitôt, l'Élysée nous a appelés pour hurler au scandale en alertant le banc et l'arrière-banc des médias pour dire tout le mépris qu'ils avaient pour nous. Le conseiller élyséen, un jeune homme très fâché et très en verve, m'a appelé pour m'engueuler. Ses principaux griefs étaient que nous n'avions aucune preuve et surtout que nous n'avions pas cherché à vérifier l'info en appelant l'Élysée. Le chargé de com niait toute volonté présidentielle d'acheter un véhicule ou de l'essayer à la lanterne, nous faisant in fine passer pour des fifrelins et des menteurs. Un mois s'est écoulé, ou presque, et je me disais que des médias allaient vérifier l'information. Mais rien. Que dalle. Nos confrères ont repris la parole présidentielle sans trop chercher à creuser. Je pourrais me contenter de ce statu quo entre nous et dire 0-0 balle au centre, mais pas du tout. Pourquoi aurions-nous inventé une histoire pareille ? D'abord, je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent que le sieur Jonas Bayard est le digne remplaçant de Madame Sibeth Ndiaye, qui avait synthétisé la substantifique moelle de son métier par ces mots « J'assume pleinement de mentir pour protéger le président ». Rappelez aussi que le président a passé pas mal de temps à virer les journalistes qui lui déplaisaient. Les Gilets jaunes et Gaza lui ont souvent fait monter dans les tours. Et avec la presse internationale, ce n'est pas mieux. Le langage est souvent fleuri. Il est donc temps, roulement de tambour, de vous en dire un peu plus. Yanis prépare un long format sur Emmanuel Macron et l'ambiance fin de règne qui accable bon nombre de ses anciens courtisans. Il est donc allé au Touquet un week-end de début mars et il s'est installé au café, jouxtant la résidence de Macron.
C'est là qu'il a entendu les chauffeurs et les gardes du corps d'Emmanuel évoquer la voiture, son tour de piste et son achat. Les éléments donnés à haute et intelligible voix étaient précis et peu sujets à caution. Nous avons fait le tour des garages et avons assez facilement repéré l'adresse du vendeur. Il se trouve que j'ai un contact à l'Élysée que j'appelle quand une info de cet ordre m'arrive. C'est ce que j'ai fait. Mon interlocuteur avait l'air très ennuyé et il se demandait comment nous avions fait pour savoir ça. Il a mis un peu de temps avant de me confirmer que les gardes du corps faisaient effectivement la tronche et que la balade en Aston avait bien eu lieu. Mais pas l'achat, avait-il précisé. Nous l'avons donc écrit, une petite brève. Et c'est ce qui a rendu fou furieux le président, qui s'est demandé d'où venait la fuite. Nous avons aussi appelé le vendeur, qui devait avoir les boules de voir s'échapper une vente toute faite, un peu plus de 100 000 € quand même. Alors que l'affaire a fait grand bruit dans le petit milieu des vendeurs d'Aston surtout, celui-ci nous a expliqué qu'il n'était au courant de rien et qu'il n'avait pas entendu parler de cette vente. Et il a raccroché. C'est ce qu'on appelle un aveu par défaut. On va en rester là pour l'instant. Je vous raconte cette petite histoire pour finir sur une note légère, et parce que les abonnés de Blast sont émus de voir que nous avions été si violemment attaqués. Merci les gars, et continuez à vous abonner et à abonner vos proches. Il y a un tas d'avantages à aider Blast, et on en a besoin dans ce monde de brutes. Je vous promets, je n'achèterai pas d'Aston. J'ai déjà une Jaguar, une X7 de 1995, 150 km au compteur. Si vous voulez, je vous la vends, monsieur Macron. C'est moins un tape à l'œil qu'une Austin, et on peut même discuter du prix. Encore un mot sur les attaques que nous avons subies suite à cette brève. Niveau violence, même si ce n'est pas très agréable, on a connu bien pire. Nous, on ne nous tire pas dessus à balles réelles comme à Gaza, et on ne nous lâche pas les chiens comme dans les films de Jeshua. Personne ne veut croire encore les voix désagréables de ceux qui disent que ce monde commence à mourir de sa vilaine mort, que sa condamnation est déjà décidée quelque part. Toujours Paul Nizan en 1932, c'est pour finir dans l'allégresse. Allez, salut, merci et à bientôt.